Bonjour, le premier chapitre du cours de physique des matériaux est consacré à une introduction très générale sur les matériaux. Qu'est-ce qu'un matériau? Un matériau est une matière dont on fait un objet. C'est la forme marchande d'une matière première choisie en raison de propriétés d'usage spécifiques et mise en œuvre par des techniques appropriées pour l'obtention d'un objet de géométrie donnée et destinée à une fonction bien déterminée. Exemple de matériaux, le cuir, le bois, un métal, un alliage, de la céramique, du verre, etc. Sur les photos, on distingue à droite du bois coupé pour des fins particulières, par exemple le chauffage domestique. Au milieu, nous avons une ampoule composée de plusieurs matériaux d'ailleurs, le verre qui sert, si vous voulez, de cloche, et puis du métal qui sert pour la conduction électrique, et un autre métal qui sert, c'est un métal incandescent, si vous voulez, qui nous éclaire lorsqu'il est traversé par un courant électrique. Et à gauche, nous avons une résistance électronique, si vous voulez, un composant électronique que nous utilisons dans les appareils électriques. Alors la matière se présente, comme nous le savons tous, sous trois états physiques. D'abord l'état gazeux. Lorsque la température est élevée, la matière est à l'état gazeux. C'est un état caractérisé par une distance importante entre les particules, ou les atomes ou molécules, et donc un désordre total. Un gaz est donc compressible et très fluide. Si on abaisse la température, donc à température plus basse, les forces d'attraction interatomiques ou intermoléculaires deviennent non négligeables devant l'agitation thermique et peuvent provoquer le passage à l'état liquide. Dans ce cas, il y a un ordre à courte distance. Un liquide est donc fluide et peu compressible. Si on abaisse davantage la température, les forces d'attraction interatomiques deviennent encore plus importantes et la matière peut passer à l'état solide, augmentant ainsi en général sa compacité, parce que les atomes, si vous voulez, sont condensés dans l'espace. Les atomes sont alors ordonnés à grande distance. Un solide cristallin, par exemple, est très peu fluide et très peu compressible. Qu'est-ce qu'un solide amorphe ou vitreux par rapport à un solide cristallin? Si l'abaissement de température s'effectue rapidement, ce qu'on appelle une trempe généralement, par rapport à la mobilité des atomes, alors ces atomes n'ont pas le temps et la possibilité de s'ordonner avant que l'arrêt de la diffusion ne les immobilise. Le liquide se fige en solide amorphe ou vitreux et les atomes ne respectent aucun ordre à moyenne et à grande distance. Un exemple de solide amorphe, c'est le verre. Un solide cristallin, par contre, c'est un solide qu'on obtient en abaissant la température très lentement. Les atomes, dans ce cas-là, peuvent s'ordonner avant que l'arrêt de la diffusion ne les immobilise. Le liquide se fige en solide cristallin et il sera caractérisé par un ordre à courte et à grande distance. Un paramètre important sur la formation des matériaux, c'est l'effet de la pression. La pression joue un rôle important dans les changements d'état de la matière. Une augmentation de pression tend en général à élever les températures de changement d'état, car son action stabilise les états condensés, l'état solide et l'état liquide, par rapport à l'état dispersé qui est l'état gazeux. Cet effet est perceptible sur la plupart des matériaux. Les matériaux étant destinés à la réalisation d'objets capables de résister aux manipulations, ce cours est essentiellement consacré aux matériaux solides.
Alors, commençons par les constituants de la matière, c'est-à-dire les éléments chimiques. Nous savons que ces éléments chimiques sont classés dans un tableau qu'on appelle le tableau de Mendeleïev depuis 1869. Alors, ce tableau est constitué de colonnes et de lignes, les lignes qu'on appelle aussi périodes. Et nous allons voir que, si vous voulez, cette organisation, si vous voulez, est caractérisée par des propriétés physiques et chimiques bien particulières. Les éléments qui sont présents sur une même colonne sont caractérisés par la même structure électronique externe. Alors que la progression de gauche à droite sur une même rangée aux périodes, elle traduit le remplissage progressif des couches électroniques, c'est-à-dire le nombre d'électrons augmente, c'est-à-dire Z augmente. Alors sur le tableau de Mendeleïev, les 3/4 des éléments sont des métaux. C'est la partie que j'ai extraite sur cette diapositive. Ça va de la colonne 1 jusqu'à, si vous voulez, la colonne 16, à peu près. En plus de ce bloc-là, qui est le bloc des lanthanides, le bloc à part, si vous voulez, des lanthanides et des actinides. Les éléments non métaux, ce sont les éléments que j'ai extraits sur cette diapositive. Il y a ce qu'on appelle les métalloïdes, c'est en vert là, le bore, le silicium, germanium, l'arsenic, antimoine, tellure et polonium. Il y a les halogènes, fluor, chlore, brome, etc. Les gaz rares, hélium, néon, etc. C'est la 18e colonne, ainsi que les éléments hélium, carbone, ces éléments-là, hélium, si vous voulez, ici, carbone, azote, oxygène, phosphore, soufre et sélénium. La première colonne contient les métaux alcalins, sauf l'hydrogène, donc lithium, sodium, potassium, rubidium, etc. Et la deuxième colonne contient les métaux alcalino-terreux, beryllium, magnésium, calcium, strontium, etc. Une grande partie du tableau de Mendeleïev est constituée par ce qu'on appelle les éléments de transition. Certains éléments sont dits de transition ont une couche externe remplie avant que l'une des couches internes de type D le soit complètement. Autrement dit, un exemple courant, c'est on remplit la 4S avant la 3D. Et ça, c'est très connu, vous l'avez vu déjà en chimie. Ce sont les éléments des colonnes de 3 à 12, de 3 à 12, ainsi que le bloc des lanthanides et des actinides qui constitue ce qu'on appelle les terres rares, et qui est, si vous voulez, associé au remplissage de la couche F. Propriétés physico-chimiques des éléments. De la gauche vers la droite de la classification, le remplissage des couches atomiques pour une période donnée a pour conséquence l'augmentation de l'énergie d'ionisation, l'augmentation de l'électronégativité, l'augmentation de l'affinité électronique. Par contre, nous avons une diminution de la nature métallique, de gauche à droite, de la taille atomique et de l'activité chimique. C'est quoi l'électronégativité? Sur ce tableau, vous avez, si vous voulez, l'électronégativité de chaque élément. L'électronégativité, c'est la capacité à attirer les électrons lors de la formation d'une liaison chimique. On voit par exemple, ici en rouge, l'élément le plus électronégatif, c'est le fluor 398 et l'oxygène 344 et le chlore 316. La taille atomique, alors sur cette diapo, vous avez la taille atomique par rangée. Et aussi, bien sûr, on peut les comparer par rangée, on peut les comparer par colonne. On voit bien sûr, si on les compare par colonne, le N augmente, le Z augmente, donc c'est tout à fait logique que la taille augmente. Par contre, si vous voulez, sur une même rangée, même si Z augmente, puisque le N est le même, si vous voulez, la taille diminue. Le rayon atomique diminue de gauche à droite,
sur une même rangée. Cette propriété est directement reliée au fait que le nombre de protons et d'électrons de valence augmente. Cette décroissance est due à une augmentation de l'attraction entre le noyau et les électrons de valence, ce qui conduit à une contraction de l'atome. Sur ce tableau, vous avez ce qu'on appelle l'énergie d'ionisation en électronvolts. Alors les éléments les plus difficiles à ioniser, c'est-à-dire arracher un électron, bien sûr sont des gaz rares, l'hélium 2459 et le néon 2156. Alors comment déterminer généralement les niveaux d'énergie d'un atome? Alors quand un atome est isolé, si vous voulez, la mécanique quantique nous permet généralement d'arriver, si vous voulez, à déterminer ces niveaux d'énergie électronique. Alors le moyen, bien sûr, c'est écrire l'équation de Schrödinger associée au système, définir le système, écrire l'équation de Schrödinger, H psi égale E psi. Nous savons que H, c'est l'opérateur hamiltonien, qui est formé généralement par l'opérateur énergie cinétique et l'opérateur énergie potentielle. L'opérateur laplacien n'est autre que la somme des dérivées partielles secondes par rapport à x, par rapport à y et par rapport à z. Et l'énergie potentielle, généralement, c'est l'énergie entre l'électron et la charge positive du noyau, ou une charge équivalente. La résolution de l'équation, quand c'est possible, nous permet de déterminer donc les niveaux d'énergie qui sont donnés, qui sont quantifiés, une série discrète d'énergie E1, E2, et les états propres associés. Alors l'atome le plus connu, si vous voulez, sur le plan mécanique quantique, le plus étudié, c'est l'atome d'hydrogène. C'est le plus simple d'ailleurs, puisque c'est un proton et un électron. Alors, les résultats de l'étude quantique nous donnent les niveaux d'énergie, qui sont quantifiés En égale moins EI sur n carré, avec n, c'est le nombre quantique principal qui prend les valeurs 1, 2, 3, 4, etc. Pour n égale à 1, nous avons ce qu'on appelle le niveau fondamental, le premier niveau, le niveau fondamental, qui est égal à moins EI, avec I, c'est l'énergie d'ionisation de l'atome d'hydrogène, qui est égal à 13,6 électronvolts. Et les états propres ou orbitales sont notés généralement par NS, NP, ND et NF. Pour chaque valeur de n, qui est le nombre quantique principal, le L peut prendre les valeurs de 0 à n-1. Alors, l'état S correspond à L égale à 0, l'état P correspond à L égale à 1, l'état D à L égale à 2, l'état F à L égale à 3, etc. À droite, sur le diagramme énergétique suivant, nous avons le spectre énergétique de l'atome d'hydrogène. Comment former un matériau, une molécule d'abord, puis un matériau, à partir d'un atome isolé? Nous savons que pour un atome isolé, les électrons occupent les électrons externes occupent les états d'énergie la plus basse selon d'après la classification périodique des éléments. Mais lorsque j'assemble des atomes, lorsqu'on forme une molécule, les énergies des électrons des couches externes sont modifiées par les forces électrostatiques. Ainsi, chaque atome acquiert une configuration électronique stable. Donc, lorsque on forme une molécule ou un solide, les constituants, les molécules, les atomes qui constituent les molécules de ce solide tendent, leur configuration tend vers la configuration électronique des gaz rares, ou bien l'énergie des électrons externes de ces atomes, si vous voulez, tend vers une énergie moins élevée que celle qu'ils avaient au sein des atomes isolés. Comment donc le voisinage d'autres atomes permet aux électrons d'acquérir cette configuration
d'énergie minimale. En d'autres termes, comment les atomes seront-ils liés entre eux? Autrement dit, comment un matériau est formé à partir d'atomes et de molécules? La réponse nous sera donnée à travers l'étude des 5 types de liaisons chimiques que nous connaissons. La liaison ionique, la liaison covalente, la liaison métallique, la liaison de Van der Waals et la liaison hydrogène.